Bienvenue à Micro-Info en direct. Aujourd'hui se tiendra notre première tribune téléphonique. Alors, si vous voulez poser des questions à l'un de nos spécialistes, réservez dès maintenant vos circuits en appelant au 670-9078. Aujourd'hui, Ghislain Lévesque nous donne plein de petits trucs pour le logiciel Netscape. Luc Fortin nous présente une carte de capture vidéo simple et efficace, tandis que Yves Rochefort fait le point sur les jeux en français. Alors réservez maintenant, profitez de l'occasion pour réserver votre ligne en appelant au 670-9078. On commence tout de suite avec les jeux. Bonjour Yves. Bonjour. Les téléspectateurs nous ont demandé de parler un peu plus de jeux en français. C'est pour ça que cette semaine, on va parler de jeux français. On sait pertinemment que les compagnies prennent quelques mois pour traduire leurs jeux. Et comme on parle des versions originales d'habitude, on évite de se répéter en parlant des anciennes versions. Mais là, cette semaine, on parle de jeux qu'on n'a jamais parlé en anglais, qui sont maintenant disponibles en français. C'est ça. On commence par Myst, le classique des classiques, si on peut dire, sur PC. Oui, le classique des classiques, définitivement. On se retrouve toujours en train de baser nos commentaires sur le jeu Myst. C'est l'élément de référence dans les jeux d'aventure interactifs. On l'a reçu il n'y a pas très longtemps, complètement en français. Puis il y avait une bonne demande pour ce jeu-là en français. Alors, c'est un jeu d'aventure interactif où il faut résoudre des énigmes. C'est ça. Une question que beaucoup de téléspectateurs se posaient, là, dans Myst, est-ce que, bon, il y a beaucoup de livres qu'on consulte avec des textes, est-ce qu'ils sont en français sur cette version-là? Oui, ils sont entièrement en français, ce qui va plaire aux amateurs. Parce que pour résoudre les énigmes du jeu, il fallait énormément lire et en anglais, c'était très difficile. Très difficile. OK. Et puis, Myst, bon, il est sorti environ un an. Je crois qu'il prévoit une suite pour bientôt. Hein? Il prévoit une suite pour bientôt. Malheureusement, on n'a aucune date qu'on peut mentionner. C'est encore trop tôt. OK. Et maintenant, on passe à un jeu de LucasArts qui a été réalisé en collaboration avec Steven Spielberg. Exactement. Le jeu s'appelle The Dig. C'est un autre jeu d'aventure. C'est un peu plus classique là, que Myst, par exemple. Là. On a encore un élément de contrôle avec la souris qui est classique. Donc, on a des personnages. On a des personnages, on clique sur les personnages, puis on a une barre de menu où on peut accéder à différents objets. C'est plus classique que les nouveaux types d'aventures où l'interface est seulement à la souris, puis c'est plus futuriste. Là. On revient au passé un peu, on revient au classique avec The Dig. C'est un jeu qu'on doit mentionner qui est assez difficile. Donc, les gens, souvent, qui veulent en avoir pour leur argent, ils vont en avoir pour leur argent avec The Dig, c'est sûr et certain. Il y a beaucoup d'énigmes avec des puzzles de couleurs qui sont pas évidentes en C'est ça, c'est assez long à terminer. OK. Maintenant, on passe à un jeu plus de stratégie. Oui, c'est un jeu, ça se trouve être une quête stratégique. Ça s'appelle Heroes of the Might and Magic. Un jeu qu'on a vendu énormément en anglais. On vient tout juste de l'obtenir en français. C'est un jeu que je calcule très, très chaud. C'est un jeu où il faut, en tant que tel, maîtriser... Il faut être un fin stratège, un meneur d'hommes, puis un gestionnaire à tout fin pratique si on veut avoir du succès. C'est basé sur la série de jeux de Donjons Dragons Might and Magic. Hein? Oui, mais l'interface est un peu différente. Dans les Might and Magic, on n'avait pas de gestion d'argent en tant que tel, puis... il y a un peu de ça, puis il y a un peu de conquête également. C'est un mix très intéressant. C'est une belle évolution pour les Might and Magic. OK. Maintenant, on termine avec un classique de LucasArts qui est sorti il y a environ 2 ans et demi, 3 ans. C'est ça. Je voulais vous parler de ce classique-là qui est Monkey Island 2. C'est simplement pour amener sur le plancher qu'on a plusieurs titres français qui viennent d'arriver. On peut d'ailleurs voir actuellement une liste affichée à l'écran de plusieurs titres qui sont réapparus sur le marché, mais en version française complètement. Monkey Island, c'est un autre jeu d'aventure qui est classique, encore une fois. C'est toujours bon, des fois, de se ressourcer avec des jeux comme ça qui étaient bien faits. À l'époque, Monkey Island, je me souviens, c'est délirant comme jeu. C'est délirant, c'est très drôle. C'est un jeu d'aventure, comme je disais, classique. C'est un jeu simple. C'est un jeu qui est encore très beau graphiquement. Là. Il ne faut pas se leurrer en disant c'est vieux, c'est pas bon. C'est pas le cas. C'est très, très bon. OK. On va parler maintenant de livres, de guides, des in-books, comme on appelle. C'est ça. Les 2 prochaines sections que je voulais parler, c'est des choses que... C'est suite à des demandes spéciales qu'on a eues. Principalement, j'ai le livre d'indices de Civilisation 2 qui vient juste de paraître. On m'a demandé d'annoncer les derniers livres d'indices qui sont parus. Alors, le dernier qui est paru, Civilisation 2, qui mentionne beaucoup de choses qui ne sont pas mentionnées dans le logiciel lui-même, dans le livre qui accompagne. Il y a plus de 300 pages. Plus de 300 pages, illustrées, très bien expliquées, puis vous allez pouvoir approfondir le jeu de Civilisation 2. OK.
Aussi, sur notre page Internet, en passant, on a quelques solutions de jeux, environ une vingtaine qui sont disponibles en anglais pour les jeux les plus populaires qu'on a parlé, comme je sais que The Dig est sur notre page web. Alors, si vous voulez avoir ces solutions-là, allez la consulter dans la chronique jeux. Maintenant aussi, tu vas parler de patch, c'est-à-dire des mises à jour. C'est ça, une mise à jour, un patch, ça se trouve être une mise à jour d'un produit qui répare ce qu'on appelle des bugs. Alors, c'est une autre demande spéciale que j'ai eue. Les gens m'ont demandé, Yves, dis-nous quels patchs sont sortis. Alors, Civilization 2, qui est un jeu qu'on a parlé très récemment, il y a un patch qui vient de sortir pour la version 1.11 qui répare beaucoup de bugs du jeu. Ce jeu-là, en tant que tel, ça va être disponible, le patch va être disponible. Allez voir sur notre page web de Micro-Info. Vous allez voir... vous allez pouvoir... aussi en magasin. Oui, je l'ai aussi en magasin pour les gens qui n'ont pas Internet. On te remercie, Yves. Alors, si on va voir cette patch-là, on ira te voir chez Compucentre. Au retour, Ghislain nous dévoile les secrets de Netscape. Bonjour, Ghislain. Bonjour, François. Netscape est incontestablement le furteur le plus populaire. Tout à fait. Il est utilisé par plus de 90% des utilisateurs, en fait, des internautes. Simplement, comment on fait pour naviguer d'une page à l'autre? Alors, plusieurs façons sont disponibles. Si on utilise ici la barre d'outils, on a un bouton Back, Forward et Home, donc retour, arrière, en fait, un pas vers l'avant et retour à la page d'accueil. Tout ce que j'ai à faire lorsque ces boutons-là sont disponibles, c'est de cliquer sur le bouton, par exemple, Back pour revenir à la page que j'avais au préalable. Évidemment, quand c'est la première page qu'on consulte, on ne peut pas revenir en arrière. C'est ça. Okay. Et je peux me déplacer comme ça là, à l'intérieur des pages que j'ai consultées. Est-ce que Netscape conserve en mémoire les différentes pages qu'on a utilisées au cours d'une session? Oui, tout à fait. Juste ici, dans le menu Go, dans la partie inférieure du menu, j'ai la liste des sites que j'ai consultés. Si je veux accéder à un site directement, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer dessus et Netscape m'y amène. Okay. Présentement, on est sur une page web qui est vraiment très belle graphiquement. Si on veut sauvegarder une des images de la page, comme mettons le titre, est-ce qu'on peut le faire? C'est possible de le faire si, lorsqu'on pointe l'image, notre pointeur de souris se transforme avec un genre de main avec un doigt. Alors, lorsque j'ai ce type d'image-là, je peux appuyer sur le bouton droit de la souris pour faire apparaître un menu contextuel et choisir la commande « Save this image as ». Et tout simplement, j'aurai qu'à définir le dossier, l'emplacement et d'enregistrer. Et il va télécharger automatiquement l'image? Tout à fait, oui. OK. Tout à l'heure, tu nous parlais de la page d'accueil de la petite maison Home. Est-ce qu'on peut... D'habitude, quand on achète Netscape, c'est la page de Netscape, la page d'accueil. Est-ce qu'on peut la changer, cette page? Tout à fait. Si on va dans les options, dans les préférences générales et l'onglet Appearance, j'ai juste ici dans Start With notre page justement d'accueil. Alors, j'ai homenetscape.com. Je pourrais venir ici changer là, pour mettre la page de Micro-Info, par exemple. OK. Alors, Ghislain, on te remercie. Tu ne nous quittes pas. Tu reviens tout à l'heure pour la tribune téléphonique. Dans quelques instants, Luc se transforme en caméraman, monteur, producteur. Bonjour Luc. Bonjour François. La capture vidéo est maintenant accessible au commun des mortels. Oui, et vraiment abordable en plus de ça. On parle des alentours de 300 $ pour le produit qu'on va vous parler, c'est le Snappy. Comment ça marche? Alors, c'est très simple. C'est une carte de saisie vidéo qu'on branche dans le port parallèle de l'ordinateur. Et tout ce qu'on a à faire, c'est d'entrer du signal vidéo dans cette carte pour pouvoir enregistrer l'information sur l'ordinateur. Par exemple, moi, si j'ai un caméscope, ça me prend quelle sortie pour la brancher avec la carte? Généralement, un vidéo out va vous donner l'information, que ce soit une vidéo ordinaire ou une caméra vidéo. OK. Présentement, ici, on a branché cette carte-là à une de nos caméras studio, c'est-à-dire la 1. On a gelé une image pour voir, pour la capturer, parce que ça peut capturer des images still qu'on appelle. Montre-nous comment ça marche. C'est ça. Alors, le Snappy va faire de l'arrêt sur image. Donc, on ne peut pas enregistrer de la séquence vidéo, mais seulement de l'image fixe. Alors, c'est très simple à travailler. Ici, on est dans Snappy. Alors, tout ce qu'on a à faire, premièrement, c'est de venir dans Preview et de voir l'image qu'on a. Alors, ça, c'est l'image qu'on a arrêtée ici. On peut aller faire, avant d'enregistrer notre image, plusieurs setups. Donc, on peut aller choisir le format d'image, donc 320 par 200. On a même 1500 par 1500 par 11025. Donc, on peut avoir vraiment une très grosse définition que beaucoup de scanners ne seront pas capables d'obtenir. On peut choisir couleur, noir et blanc ou de l'inversion de couleur, donc des négatifs ou des choses comme ça. Okay. Exemple, quelqu'un qui a une caméra vidéo pourrait prendre des négatifs et les revirer à l'endroit. On peut prendre ça soit d'une vidéo ou d'une caméra, comme on fait ici. On peut prendre de l'image en mouvement ou de l'image fixe. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est très simple, c'est de venir ici dans Preview, d'ajuster l'image comme on veut l'avoir, et tout d'un coup, on paye sur Snap.
l'image va être saisie directement avec le Snappy. Est-ce qu'on peut faire des vidéos avec ça, capturer des séquences vidéo? Non, non, on ne peut pas prendre de l'information en mouvement, c'est juste des snapshots, c'est juste des images arrêtées. Okay. Alors là, il est en train de digitaliser l'image, ça prend quelques secondes. On l'a digitalisé en 640 par 480? Exactement. Donc ici, on voit la qualité d'image que ça nous donne. Est-ce qu'on pourrait voir l'original pour comparer la digitalisation? On va voir l'original. On voit que c'est quand même assez bien, sauf que là, présentement, on dirait qu'il y a trop de vert. Oui, alors, les couleurs, on peut ajuster les couleurs de base, vont probablement être modifiées. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'ajuster nos couleurs. On vient ici dans Adjust et il apparaît une console de mixage où ce qu'on peut ajuster. Donc, je pourrais prendre mon bleu et l'amener ici, exemple, pour qu'on voit que l'écran est devenu beaucoup bleu. Je peux mettre aussi de la teinte, comme ça ici, et on voit là que... On a changé de couleur. On a l'air malade. Oui, exactement. On peut aussi changer le contraste, donc mettre plus de contraste ou moins de contraste. Donc, on peut ajuster notre photo exactement comme on veut l'avoir, plus de couleurs. Puis si, mettons, on a des problèmes, on pèse toujours sur le bouton Reset. Le bouton Reset nous rapporte toujours à notre original. Donc, pour donner une bonne image, ici, on va enlever un peu de vert. Oups, comme ça ici. Et là, on commence à avoir une image qui est à peu près de la même couleur. Donc, tout ce qu'on a à faire quand on a terminé, on appuie sur Process. Et il nous recalcule notre image. Donc là, commence à ressembler vraiment à l'original. C'est assez ressemblant qu'on avait. Tout ce qui reste à faire ensuite, c'est de l'enregistrer le fichier sous un format standard, que ça soit ici... un bitmap Windows. Du bitmap, du JPEG, du PCX, du TIFF ou n'importe quel autre format d'image. En plus, c'est vraiment pas dispendieux. C'est ça, on parle d'un coût d'environ 300 $. Alors, avec un ordinateur, un caméroscope ou une caméra vidéo, on est capable de vraiment tout avoir, le kit complet. Tout ce que ça prend, c'est un 386 avec 8 MB de mémoire minimum parce que ça prend quand même beaucoup de mémoire pour gérer des images. L'installation physique est vraiment simple. Très, très simple. On branche ça sur le port parallèle extérieur. Donc, il n'y a aucune carte, aucun besoin d'ouvrir la machine. On met ça après, on branche les fils et hop, c'est prêt. Il y a une batterie 9 volts à l'intérieur parce que ça marche à batterie. Alors, tout ce qu'on fait, on branche tout ça et ça marche automatiquement. Inclus dans la boîte, il y a aussi le logiciel de morphing. Donc, exemple, si vous voulez prendre 2 images et faire une transition entre les deux, c'est possible. OK. On te remercie, Luc. On vous revient dans quelques instants avec notre tribune téléphonique. Avant de prendre vos appels, si vous avez de la difficulté à attraper nos lignes, vous pouvez aussi nous envoyer un email, un courrier électronique. Nous allons les prendre immédiatement à l'adresse connue microinfo@riq.qc.ca. On va tout de suite prendre un premier appel. Microinfo, bonsoir. 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 Alors, votre question s'adresse à qui? Bien, c'est pour celui-là, monsieur des jeux. Bon, alors, Yves, on a une première question pour toi. Oui. Regardez, mon garçon, il a le jeu Stone Keep. Il a joué pendant des semaines et des semaines et des semaines. À un moment donné, il arrive à un endroit, il descend un escalier, supposons, là, pour aller à Ice Cavern. Il arrive en bas, c'est noir, il apparaît plus rien, il est bloqué. Est-ce que c'est normal, ça? Tous les jeux, madame, ont des bugs dedans. Je vous suggérerais peut-être d'aller voir sur Internet pour aller chercher un patch pour ce jeu-là. Okay. Vous allez pouvoir trouver l'adresse pour ces patchs-là sur notre site Internet la semaine prochaine. Donc, après ça, il a reparti le jeu, si vous voulez. Ouais. Puis, à un moment donné, à un autre endroit, c'est encore la même chose. Il arrive dans un corridor, là, il y a un monstre qui arrive. Puis là, il n'est plus capable de rien faire, plus capable d'avancer, plus capable de bouger, plus capable de rien faire encore. Donc, il y en a plusieurs comme ça. Okay. Yves, est-ce que vous avez, j'ai compris, un livre d'aide pour ce jeu-là, des in-books? Oui, bien, on a effectivement des livres d'aide disponibles pour ces jeux-là. Par contre, le problème que vous avez... Excusez-moi, vous parlez du gros livre épais de Stone Keep, là? Oui, c'est ça. Je l'ai acheté chez vous, justement, on l'a, puis disons, ça ne change rien, là. Ben, c'est ça. Ce que j'allais vous dire, madame, c'est que ça me semble être un bug. Ben, tous les jeux, normalement, sortent sur le marché, mais ils ont quand même certains bugs. Il y a des endroits qui n'ont pas été visités. Puis la seule façon de réparer ça, c'est d'aller chercher un patch sur Internet. C'est la seule façon de régler le problème. Ben, je vous remercie infiniment. Bienvenue. Bonjour. On va passer à un autre appel immédiatement. Alors, Luc. Microinfo, bonsoir. 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 Moi, j'appelle, j'ai une question concernant le Snappy. Oui. Oui. OK. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que ça fonctionne sur un réseau? Et puis, si oui, comment faire pour le faire fonctionner? Parce que j'ai essayé. OK, vous voulez brancher un Snappy sur un autre poste de travail que le poste que vous voulez travailler? Non, pas du tout. Mettons qu'il y a 3 ordinateurs branchés sur un petit réseau, là, avec Windows 95.
Oui. Et là, vous voulez en mettre sur un et travailler sur un autre poste ou sur le poste où ce qui est branché directement? Sur le poste sur lequel je veux le brancher directement via le port parallèle. Là. OK. Mais il semblerait que je tombe avec un conflit dans le réseau. Je ne sais pas si c'est à cause qu'il prend contrôle du port parallèle. En tout cas, quelle sorte de réseau vous utilisez, madame? Windows 95, mais avec des cartes réseau ou des ports série ou parallèles? Non, carte réseau Ethernet. Là. OK. Alors, il faudrait vérifier vraiment si vous avez une configuration spéciale dans votre ordinateur ou est-ce que vos cartes réseau rentrent en conflit ou qu'est-ce qui peut se passer là, avec votre réseau. Si ça se peut qu'il y ait un conflit, normalement, Snappy ne rentre pas en conflit avec rien. Il prend directement l'adresse du port, mais il peut arriver tout simplement qu'il y ait un conflit dans une des machines. Vous pourriez l'essayer sur une autre machine, puis ça pourrait tout simplement marcher. Toutes les machines du réseau, c'est la même chose. C'est pour ça que je me demandais, est-ce que ça fonctionne sur réseau? Du moment que tu as un ordinateur qui est en réseau, est-ce que ça fonctionne via... parce que ça demande contrôle sur le port parallèle. Je vais m'informer, madame. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder vos coordonnées. Je vais aller voir sur Internet et on va vous rappeler. Ah, OK, ça serait parfait, ça. Merci beaucoup. Parfait. On va passer immédiatement à un autre appel. Micro-info, bonsoir. 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 Alors, votre question s'adresse à qui? S'adresserait peut-être, je dirais, à un technicien ou un spécialiste en matériel, pas en matériel, mais en software, parce que moi, j'ai une unité de sauvegarde. Et puis, le problème que j'ai, c'est que le logiciel qui est fourni avec, c'est pour Windows 3.1. Je viens de migrer à Windows 95 et je me demandais si je fais une sauvegarde à l'aide de mon logiciel, est-ce qu'il va conserver les noms de répertoires qui sont très longs, là, qui dépassent 8 caractères, là, ce qu'on appelle les long file names, si on peut dire? Si vous utilisez le programme de backup de Windows 95 directement, le programme peut garder les long file names dépendamment du lecteur que vous avez. Excusez-moi. Le problème que j'ai, c'est que c'est un lecteur de type QIC White qui est un 420 MB et Microsoft me dit que ma cartouche n'est pas formatée. OK. Alors, ce qu'il faudrait... Quelle sorte de lecteur vous avez, monsieur? Un Corner Tape Backup 420 MB. Il faudrait aller voir sur le site de Corner si vous n'avez pas un driver spécialisé pour Windows 95 qui pourrait, justement, vous mettre le long file name. Ce que eux me proposent, je crois, c'est un logiciel Arcada Backup Software de Windows 95 qui est pour la somme d'environ 100 $. Moins cher que ça, monsieur. Je l'ai vu pas mal moins cher que ça. Ah, OK. Parce que c'est ça, là, je me disais peut-être que s'il y avait une version de mise à jour, ce serait plus facile du 3.1 à Windows 95, mais ça n'était pas proposé, je crois, dans le site. Non, exactement. Ce sont des versions complètes. D'accord, merci. Bonjour. En passant, si vous vous intéressez à l'univers des jeux, sur Internet présentement, il se passe ce qu'on appelle le E3. Le E3, c'est le plus gros show en Amérique sur les jeux. Vous avez, ça dure du 16 mai au 18 mai jusqu'à demain. Et c'est accessible sur Internet. On pourrait peut-être voir l'adresse présentement à l'écran. Et ce site-là, je crois l'adresse, c'est le www.mha.com/E3. Et vous allez avoir toutes les nouveautés en ce qui concerne les jeux. Maintenant, je vais voir, on va pouvoir prendre une autre ligne. Micro-info, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, j'appelle pour un renseignement, bien entendu. Regardez, moi, j'ai un conflit avec ma carte vidéo. On me dit que c'est fréquent avec une carte ATI. Et puis, comment je dirais bien ça? OK, c'est le modem, comprenez-vous? Je suis pas capable de le mettre sur le COM2, puis la carte ATI me dit qu'elle est supposée marcher sur le COM2. Puis avec Windows 95, ça me crée beaucoup de problèmes. Il n'est pas capable de détecter le modem. Là, je comprends pas quoi faire avec ça. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à la question ici. André, non? Non. Ce que vous pourriez faire, monsieur, tout simplement, ça serait d'essayer de changer votre modem de port. Théoriquement, une carte réseau, une carte vidéo n'entrera pas en conflit avec une carte de modem parce qu'une carte est sur un COM mais ce n'est pas la même adresse. Par contre, il peut y avoir un conflit d'IRQ. Changez votre modem, exemple, pour le mettre sur le COM 3 ou 4, dépendamment de ce que vous voulez faire. Et généralement, l'ATI, si vous avez, surtout sur Windows 95, il y a beaucoup de drivers sur les sites d'Internet de ATI pour avoir plus de choses, plus de drivers sur ce sujet. OK, c'est ça, mais comme je vous dis... quand j'installe le modem avec Windows 95, oui, il ne veut pas le détecter. Je suis sur le COM 3 ou sur le COM 4, mettons, là. Alors, il faut faire tout simplement détecter un COM avant votre modem. Et ensuite, aussitôt que vous allez avoir, par exemple, un COM 3 et un COM 4, vous allez pouvoir détecter d'autres choses. OK, j'essaie ça. Merci. Merci, bonjour. Bon, maintenant, nous allons passer à une courte pause publicitaire. Vous pouvez continuer à appeler ou nous envoyer du courrier électronique. On vous revient dans quelques instants. Dans
votre quartier. Participez à Été actif du 3 mai au 28 juillet. Participation, le mouvement pour la santé active. Ici Gilles Turmel. Je vous donne rendez-vous toutes les semaines pour Virage avec nos essais routiers, notre tribune téléphonique et une pléiade de collaborateurs de qualité. Alors, c'est un rendez-vous en direct tous les mardis soirs de 21h30 à 22h30 pour Virage à Télémac 24, votre télémagazine. Nous sommes de retour et nous allons prendre immédiatement un nouvel appel. Micro-info, bonsoir. Oh, c'est pas une bonne personne. C'est l'opératrice. On prend une autre ligne. Alors, Micro-info, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est pour avoir une information. Moi, j'ai un problème avec ma souris. Oui. J'ai un 2,86. Puis là, avec le DOS, là, il me dit que la souris, il la trouve pas. Puis je suis, bon, mon modem est en COM 2, ma souris est en COM 1, c'est une souris DB9, et je voudrais savoir c'est quoi que je peux faire même avec, bon, j'ai essayé avec les drivers de Microsoft, et il dit, je trouve pas la souris, puis c'est une DB9. Ça serait un problème de souris, ou bien ça serait un problème avec ma carte contrôleur? Tout d'abord, quel type de souris vous avez, monsieur? C'est une souris 3 boutons, mais pas de marque en tant que telle. Pas de marque en particulier? Non. Et vous avez un driver avec cette souris-là, non? J'ai pris le driver de Microsoft. Donc, vous utilisez le driver de Microsoft, vous n'utilisez pas un driver de la souris spécifique? Non, c'est ça, là, parce que je sais pas, il n'y a pas de nom dessus. Que ça se pourrait que votre problème soit à ce niveau-là, parce que la part des souris utilisent un driver en particulier. Comme vous utilisez un 2,86, vous devez utiliser, vous ne pouvez pas utiliser Windows 3.1. Non, j'ai un mec de mémoire. Vous avez un mec de mémoire. Donc, votre driver, le driver de Microsoft, dans ce cas-ci, je ne sais pas si ça marche. André, est-ce que tu pourrais me répondre à cette question? C'est qu'habituellement, quand une souris est vendue, habituellement, il y a une disquette qui vient avec. Puis, il y a un logiciel qui s'appelle mouse.com qu'on doit loader en DOS. Puis après ça, n'importe quel programme DOS qu'on fait fonctionner reconnaît la souris. Fait que là, d'après moi, le problème qu'il y a, moi, qu'est-ce que je ferais? La première chose que je ferais, c'est que j'essaierais avec une autre souris pour vérifier, voir si le pare-série ne serait pas défectueux. Parce que ça arrive souvent que les pare-séries peuvent être défectueux puis qu'elle ne peut pas avoir accès à son pare. OK. OK. Merci beaucoup, M. Taddy. En passant, vous avez une très, très bonne émission, hein? Bien, merci beaucoup, ça fait plaisir. Bye-bye. Alors, on va prendre un autre appel. Non, on n'a pas d'autre appel. Alors, présentement, la semaine prochaine, Yves, on va parler de quel type de jeu? OK. La semaine prochaine, François, on va parler de Duke Nukem 3D, la version complète qui est finalement arrivée. On a également le Warcraft 2 Expansion Kit qui est arrivé. Ça se trouve être un ajout à Warcraft 2. Puis on va jouer avec Rayman, qui est un fabuleux jeu de type console, qui est finalement arrivé sur PC, tout en français. Tu as aussi amené une revue qui vient juste de paraître, là? Oui. C'est la revue Branchez-vous. Oui, revue Branchez-vous. Branchez-vous, ça se trouvait être un site Internet. Puis du site Internet, ils ont finalement passé à une revue. Puis c'est une revue entièrement québécoise, puis on vous propose plus d'une centaine de sites à explorer. C'est tout en français, c'est un produit québécois. Je vous invite à faire l'acquisition de cette revue-là. Maintenant, André Beaulieu, la semaine prochaine, tu nous prépares un dossier sur le service. C'est ça. Moi, qu'est-ce que je veux parler, c'est la relation entre le technicien et le client. Parce que des fois, ça arrive que le client, il pense que le technicien cherche un coupable lorsqu'on fait une réparation. En réalité, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? C'est quoi le problème? Donc, c'est ça que je vais parler. OK, donc on ne cherchera pas des coupables, on va chercher des solutions. Exactement. Pour bien s'entendre. OK. Ghislain, la semaine prochaine, tu nous parles d'un truc pour chercher sous Windows 95? Alors, tout à fait. Pour les gens qui ont tendance ou l'habitude de perdre certains fichiers là, sur le disque rigide, alors, il y a un outil à l'intérieur de Windows 95 qui va nous permettre de faire la recherche des documents, soit par le nom, soit par la date de sauvegarde ou en fonction du contenu là, qui est gardé à l'intérieur du document comme tel. D'accord. Maintenant, on va passer à un autre appel. Micro-info, bonsoir. Oui, allô, je m'excuse, je constate que vous êtes à la fin de votre émission, mais moi j'ai un problème avec un disque rigide sur un Mac 2 CI. Le port, il lit comme étant indiqué sur le SCSI sur le numéro 6. J'essaie de booter dessus, puis absolument rien qui se passe.
avec les logiciels de dépannage de disques. Je ne réussis pas du tout, puis j'ai de l'information extrêmement importante là-dessus. Comment faire pour récupérer ça puis le faire refonctionner? Monsieur, je m'excuse, mais notre expertise dans le domaine de Macintosh est vraiment très limitée ici. Est-ce que vous avez consulté le Club Macintosh à Québec? Non, je ne les ai pas appelés. Peut-être que je devrais faire ça. Peut-être. André Boily, je crois qu'il a l'adresse du Club Macintosh. Alors, André, est-ce que tu pourrais nous donner cette adresse? J'ai le numéro de téléphone. J'ai le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 527-0250. 527-02-50. Puis moi, je vous recommande d'aller dans un centre de service. Probablement que votre disque dur là, ne tourne plus du tout, complètement défectueux. Alors, ça serait l'idéal d'aller voir dans un centre de service puis confirmer un diagnostic. Bon, c'est bien bon. Continuez votre beau travail. C'est extrêmement intéressant. Merci. Portez-vous bien. Merci. Au revoir. Au revoir. OK. Merci, bonne fin de journée. Merci, monsieur. On va prendre un dernier appel. Micro-info, bonsoir. Bonsoir. J'aurais une question pour Ghislain. Oui. Ça sera au sujet de Windows. Je voudrais avoir une bonne comparaison entre Windows 95 et Windows NT. Une comparaison entre Windows 95 et Windows NT. Oui. Luc, je crois que d'ici 2 semaines, tu nous présentes justement le dossier là-dessus. D'ici 2 semaines, on va avoir une présentation qui va être faite. Ça va être Windows NT 4.0. On va montrer des bêtas. On va montrer surtout la grosse différence qu'il va y avoir entre Windows 95 et Windows NT, les fonctions réseau, les fonctions plug-and-play que tout le monde recherche et la fonction surtout de vitesse. Alors, je vous invite à nous regarder dans quelques semaines, d'ici environ 2 semaines, pour avoir un dossier là-dessus. OK. Sur le même sujet, dans les logiciels, il n'y a pas de problème si on migre vers Windows NT? À date, monsieur, j'ai vu aucun problème, donc on va pouvoir en parler exactement dans 2 semaines. OK, je vous remercie. Bonne fin de journée. En passant. Bonjour. Alors, c'était notre première expérience de tribune téléphonique. On devrait peut-être répéter ça plus tard. Je vous rappelle que l'émission Micro-Info est en première diffusion le vendredi à 20h et en reprise toute la semaine. Vous avez aussi notre site web que vous pouvez consulter pour obtenir diverses informations. D'ailleurs, présentement, nous sommes en train d'aménager une section archives de Micro-Info qui va contenir toutes les informations dont on a parlé précédemment. Plusieurs de nos téléspectateurs nous ont mentionné qu'on oubliait de remettre dans nos sommaires les diverses capsules dont on a parlé, comme les émulateurs, la compression de données, etc. Alors, sur cette page-là, qui va être bientôt disponible, surveillez ça sur notre site, on va vous mettre cette page-là. Alors, je remercie tout le monde. Luc, la semaine prochaine, tu nous parles de quel type de logiciel? On va parler surtout de logiciels de dessin, surtout de micrographics, la suite ABC. Alors, c'est déjà tout pour cette semaine. Je vous rappelle encore une fois que Micro-Info était en première diffusion en direct aujourd'hui à 20h. À la semaine prochaine.